Vous en avez sûrement tous entendu parler, les États-Unis ont attaqué les sites nucléaires iraniens, y compris celui de Fordo. Rappel très rapide. Avant les attaques israéliennes des derniers jours, il semblait que Téhéran avait enrichi au moins 400 kg d'uranium jusqu'à 60% de pureté, une quantité telle qu'elle permettrait de réaliser 9 armes nucléaires en environ 3 semaines avec un enrichissement complet jusqu'à 90%. Dans notre vidéo précédente, nous avons également expliqué que posséder de l'uranium enrichi ne suffit pas à créer une bombe et que le chemin pour arriver à un engin utilisable était encore long. Attention, petit avertissement. Cette vidéo, comme toutes nos vidéos, a un caractère de vulgarisation et est technique. Nous ne parlons pas et ne parlerons pas des causes du conflit, des responsabilités et des motivations qui ont conduit à cette situation. L'Iran possède aujourd'hui presque 15 000 centrifugeuses installées dans ses principales installations nucléaires, Natanz et Fordo. La majorité se trouve à Natanz, mais elles ne sont pas toutes effectivement en fonctionnement. Certaines sont en pause, prêtes, mais non opérationnelles. Les centrifugeuses IR1, les plus anciennes, sont aussi moins efficaces. Dans l'ensemble, la capacité de l'Iran à enrichir de l'uranium atteint environ 64 000 SUW par an. Le SUW revient un peu à mesurer la capacité d'une usine à purifier un matériau brut. Plus le chiffre est élevé, plus elle peut travailler pour extraire la partie utile de l'uranium. Avec 64 000 SUW par an, l'Iran dispose d'une capacité significative suffisante, en théorie, pour produire du matériau pour plusieurs bombes atomiques par an, s'il décidait de le faire. Un fait intéressant et qui suscite de l'inquiétude est que l'Iran ne vise pas à produire de l'uranium à 4-5%, celui normalement utilisé pour les réacteurs nucléaires civils. Il concentre plutôt ses efforts sur l'uranium à 60%, bien plus proche de celui nécessaire pour une bombe, même s'il affirme officiellement vouloir utiliser ce nucléaire uniquement à des fins pacifiques. Une partie de cet enrichissement a été réalisée dans l'installation de Fordo, dont on ne sait que très peu de choses. On estime que dans les salles principales de l'installation, il pourrait y avoir jusqu'à 3000 centrifugeuses pour enrichir l'uranium, et que ces salles se trouvent à environ 80 à 90 mètres de profondeur, donc à l'abri de toute bombe aérienne israélienne. D'où l'intervention américaine. Les États-Unis sont en effet le seul pays à posséder une bombe qui, larguée du ciel, pourrait atteindre d'une manière ou d'une autre l'installation. Le 22 juin 2025, les États-Unis ont donc lancé l'opération Midnight Hammer frappant 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Isfahan. 14 bombes GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 13 tonnes ont été larguées par 7 bombardiers B-2 Spirit. En même temps, un sous-marin a lancé environ 30 missiles de croisière Tomahawk vers Isfahan et Natanz. Voici la bombe pénétrante GBU-57 qui, en raison de sa puissance, est qualifiée d'anti-bunker. Mais comment une bombe peut-elle faire des dégâts à une telle profondeur ? Cette bombe est l'engin le plus puissant jamais développé pour neutraliser des bunkers, des centres de commandement et justement des installations nucléaires souterraines. Il s'agit d'une bombe pénétrante de plus de 13,6 tonnes dont environ 80% de la masse est constituée d'un acier à haute densité et haute résistance appelé Eglin, nécessaire pour perforer et traverser plusieurs couches de sol et de béton avant que la détonation ait lieu. La GBU-57 n'est d'ailleurs pas une bombe à chute libre. Elle est dotée d'un système de guidage avancé GPS-INS qui lui permet de maintenir la trajectoire correcte même en présence de systèmes de défense électronique. L'élément distinctif de la bombe est cependant sa capacité à exploser au bon moment une fois qu'elle a pénétré dans le sol. Pour atteindre cet objectif, l'armée américaine a développé des fusées à détection de vide conçues pour se déclencher lorsqu'elle détecte un espace ouvert suffisamment grand, comme par exemple une pièce dans une structure souterraine. La bombe mesure 6,2 mètres de long et a un diamètre de 80 cm et elle a été conçue pour pénétrer jusqu'à 60 mètres de terrain. Mais comment fait-elle pour pénétrer autant ? Avec ses environ 13,6 tonnes, la bombe dispose déjà d'une énorme énergie potentielle. Celle-ci est ensuite convertie en énergie cinétique durant la chute à grande vitesse supérieure à celle du son. L'enveloppe extérieure est faite d'un alliage d'acier spécial capable de résister à la pression extrême générée par l'impact et de maintenir intacte la section explosive jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée. L'installation de Fordo, cependant, comme nous l'avons dit, se trouve à 80 à 90 mètres de profondeur. Trump a pourtant déclaré que les capacités nucléaires de l'Iran avaient été anéanties. L'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies, en revanche, a affirmé ne pas avoir suffisamment d'informations pour estimer les dégâts. La production de cette arme a marqué un changement de perspective dans les systèmes de défense militaire. Des pays comme la Chine, la Russie, mais aussi la Corée du Nord et l'Iran lui-même ont depuis longtemps commencé à construire des centres de commandement et des installations à des profondeurs de plus en plus profondes, considérées comme plus sûres en cas d'attaque. Aucun pays n'avait jamais développé une arme de cette puissance qui puisse menacer ses bunkers. La question se pose alors spontanément.
Pourquoi Israël ne les a-t-il pas achetés aux États-Unis comme cela a été fait pour d'autres types d'armes par le passé? Pour ne citer qu'un exemple, en 2005, Israël a acheté à Washington 100 bombes anti-bunker GBU-28 capables de pénétrer jusqu'à 30 mètres dans le sol pour faire face à la menace du Hezbollah qui, selon les sources militaires israéliennes, gardait ses lance-roquettes dans des bunkers et fortifications souterraines. Pourquoi donc ne pas vendre et acheter aussi les GBU-57? Avant tout pour une raison stratégique. Les États-Unis ont voulu conserver le contrôle exclusif de l'engin car ils le considèrent comme une arme stratégique. Fournir à Israël une bombe aussi puissante aurait signifié aussi en partager les données opérationnelles, la logistique et les systèmes de ciblage. Washington a souvent préféré conserver un monopole opérationnel sur les armes de pénétration extrême, se limitant à offrir à ses alliés des armements avancés, mais avec des limites bien définies comme justement la GBU-28. La GBU-57 peut être transportée uniquement par le bombardier furtif B-2 Spirit. Pourquoi ? Non seulement à cause de son poids monstrueux, 13,6 tonnes, mais parce qu'elle est trop longue et trop lourde pour tout autre avion et qu'elle nécessite un volume interne énorme. Mais il y a encore plus. Pour frapper des objectifs super protégés comme des bunkers nucléaires souterrains, il faut arriver sans être vu. Et c'est là que le B-2 fait la différence. C'est le seul bombardier capable de la transporter en mode furtif en contournant radar et défense. En pratique donc, une bombe unique pour un avion unique. Même les avions israéliens les plus grands comme le F-15I Raham n'ont ni la capacité structurelle ni les systèmes nécessaires pour transporter une bombe de telle dimension. Voyons un peu comment est fait ce fameux B-2. Il s'agit de l'un des bombardiers stratégiques les plus avancés jamais réalisés. Il fut conçu et produit par Northrop Grumman pour le compte de l'US Air Force et entra en service opérationnel en 1997 après des années de développement secret à l'époque de la guerre froide. Ses caractéristiques les plus distinctives sont la forme en aile volante et sa technologie furtive. Celle-ci consiste en un ensemble de techniques de conception et de matériaux qui réduisent la probabilité d'être détecté par des capteurs ennemis comme les radars, les systèmes infrarouges, les sonars et les systèmes acoustiques. Cela ne rend certainement pas un appareil invisible à 100%, mais ça le rend beaucoup plus difficile à repérer, suivre ou viser. Le cœur de la technologie furtive repose sur la réduction de la section radar équivalente, c'est-à-dire la quantité d'ondes radar qu'un objet reflète vers la source. Dans le cas spécifique du B-2 Spirit, le fonctionnement de la technologie furtive intervient à plusieurs niveaux. La première composante est sa forme. Les surfaces de l'appareil sont conçues de manière à dévier les ondes radar loin de la source au lieu de les refléter directement en retour. Voilà pourquoi le B-2 a sa forme caractéristique de triangle ou aile volante, dépourvue de surface verticale visible comme les dérives classiques des avions conventionnels. Les arêtes sont inclinées et alignées selon des angles précis, étudiés pour minimiser les réflexions radar. La deuxième composante est l'utilisation de matériaux absorbant les ondes radar, c'est-à-dire des revêtements polymériques ou composites avancés appliqués sur la surface extérieure. Ces matériaux absorbent une partie de l'énergie radar au lieu de la réfléchir, la convertissant en chaleur et la dispersant, rendant l'avion plus difficile à détecter par radar. La troisième est justement la gestion de sa signature thermique. Les moteurs, qui normalement produisent de grandes quantités de chaleur, sont encastrés à l'intérieur du corps de l'appareil et dotés de prises d'air plates et protégées. Ils volent grâce à 4 moteurs General Electric F118 GE100, conçus sur mesure pour être aussi invisibles que l'appareil lui-même. Il ne s'agit pas de moteurs ordinaires. Ce sont des turbofans dépourvus de post-combustion, conçus pour réduire au minimum le bruit, la trace thermique et la visibilité au radar. Mais le vrai génie réside dans la façon dont ils ont été intégrés à la structure. Les prises d'air sont encastrées et en forme de S, de sorte que les turbines ne soient pas visibles frontalement par les radars. Même les gaz d'échappement sont refroidis et dirigés au-dessus de l'aile pour échapper aux capteurs infrarouges. Même la traçabilité électromagnétique est contrôlée. Les systèmes de communication, les systèmes radar et les systèmes de navigation des appareils furtifs sont conçus pour limiter les émissions actives en utilisant des modes à faible puissance ou cryptés de façon à ne pas allumer un projecteur électronique pouvant être intercepté. Le B-2 a été conçu pour exécuter des frappes nucléaires et conventionnelles à longue portée, transportant aussi bien des bombes gravitationnelles que des armements guidés de précision. Il a une autonomie de vol de plus de 11 000 km sans ravitaillement et peut être ravitaillé en vol, ce qui lui permet d'atteindre pratiquement n'importe quel point du globe sans devoir décoller depuis des bases proches de la cible. Le nombre total de B-2 produits est de 21, dont un qui a été perdu dans un accident. Les 20 actuellement en service sont maintenus à la base opérationnelle de Whiteman Air Force Base dans le Missouri. C'est de là qu'ils sont partis, d'abord pour atteindre l'île de Guam puis l'Iran. Le coût de chaque unité est extrêmement élevé.
Un seul exemplaire a un coût de production estimé à environ 2 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des avions les plus chers jamais construits. Et pourtant, ils continuent d'être utilisés, non seulement parce qu'ils sont les seuls capables de transporter certains engins comme le GBU-57, mais précisément pour une question liée au coût. Prenons l'exemple des missiles balistiques. Chaque missile balistique intercontinental, comme le Minuteman III, coûte environ 60 millions de dollars. Un B-2 peut transporter et ensuite larguer 80 bombes de précision à guidage GPS à un coût d'environ 2,8 millions de dollars. Dit autrement, un missile coûte environ 1700 fois plus qu'une bombe, et s'il n'y a pas de raison qui rende impossible l'utilisation d'un bombardier, ce dernier sera toujours préférable. Malheureusement, à la fin aussi, c'est une question d'argent, plus que d'ingénierie.